Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube et sur le blog Moule à causer. Je m'appelle Marianne et depuis plus de 4 ans, j'organise des interviews. Et donc, je me permets d'inviter des personnes qui me tapent dans l'œil pour leur discours, pour leur essence, leur pourquoi, leurs activités, et que je me dis de ma place, ça me ferait tellement plaisir de pouvoir un peu partager ça avec vous et les rendre plus visibles si possible, et vous faire aussi aller les suivre ce qu'ils font, leur donner de la force et les soutenir. Et aujourd'hui, on accueille Nina Fafchan, modèle, activiste, actrice, créatrice aussi, en tout cas dans les fondations du collectif Pasta. Et donc voilà, bienvenue Nina. Merci de me recevoir. Petit résumé: artiste pluridisciplinaire et voilà, je touche un peu à tout en fait, passe-partout. Et alors, qu'est-ce qui, pour toi, t'a donné envie de t'exprimer de manière artistique? Comment c'est venu en fait, ton besoin de t'exprimer et d'exister de cette manière-là? Je crois qu'en étant enfant et en ayant peut-être déjà conscience d'être différente et de pas justement avoir l'occasion d'exprimer purement et simplement qui j'étais, je crois que ça c'est... L'envie a juste grandi à l'intérieur de moi, et c'est ce qui fait que au fur et à mesure, plus je grandissais, plus j'avais envie de m'exprimer, plus j'avais envie de faire du théâtre. Au départ, c'était fort du théâtre, c'était fort théâtral. Parce que je me rappelle, j'allais dans le jardin de ma grand-mère et j'allais faire des grands gestes et j'allais répéter des histoires que j'inventais. Parce que avec ma grand-mère maternelle, il y a eu beaucoup cette culture du cinéma français, avec Annie Girardot, avec Louis de Funès, avec des grandes références du cinéma français. Et puis j'ai demandé à ce qu'on m'inscrive dans des cours de théâtre et de danse. On l'a fait, et en même temps je faisais du foot et du tennis, mais c'était bien aussi. Mais du coup il y avait... Ouais, plus en grandissant, en étant une personne née assignée garçon, il y a eu beaucoup de pression sur justement le fait que j'avais envie d'exprimer un côté artistique, que je faisais du théâtre, de la danse, et donc j'ai arrêté les cours de danse parce qu'il y avait une pression de la part des autres, ce que j'aurais jamais dû faire, mais bon, après ça fait de moi qui je suis et comment je me suis construite. Et puis en secondaire, pareil, la pression est de plus en plus forte. Et donc du coup, ça a été beaucoup de la création individuelle et juste pour moi. Et puis du coup, il y a eu la rencontre avec les personnes du collectif. D'abord, il y a eu les examens d'entrée au conservatoire où j'ai pas été prise. Et en fait, je me demande si c'est pas mieux que j'ai pas été prise. Parce que du coup, en fait, mon école, ça a été la vie et ça a été mon parcours. Et mes références sont ce qu'elles sont. Donc, je pense que dans des conservatoires, quand on a des références très très pop et à la fois très conceptuelles, on trouve ça paradoxal. Moi, j'ai des références très pop et en même temps conceptuelles. Et en fait, c'est juste la beauté de la complexité d'une personne. Tout à fait, mais cette manière, c'est toujours aussi le débat, hein, la pop culture et si on veut l'avant-garde, les conceptuels, et on a tendance à souvent les opposer, alors que... en fait, elles sont ensemble pour moi. Elles coexistent, elles font partie du nuancier qu'on a en fait en tant que référence artistique, quelle qu'elle soit, et je trouve que c'est pas péjoratif d'être populaire en fait, parce que souvent la pop culture permet de créer une certaine curiosité parce qu'on va pousser plus loin après et on va découvrir d'autres artistes dans le courant en fait. L'engrenage d'une horloge, c'est deux, je sais pas comment ça s'appelle, les deux, enfin c'est deux roues qui tournent l'une sur l'autre et qui font marcher l'horloge. Et se complètent. C'est ça. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça marchait, moi. C'est que... En soi, comment tu, en tant que personne assignée
masculin et maintenant que tu te définis comme femme trans, comment tu as process pour pouvoir te permettre d'exister et te reconnaître en tant que telle, en tant que femme trans? En fait, la question précédente avec comment je me suis construit, pour moi, elles sont intimement liées parce que en fait, je crois que l'envie de faire de l'art a été de plus en plus forte d'année en année à force de commencer à comprendre qui j'étais. Je pense que y a une partie de moi qui a toujours su que j'étais une fille, que j'étais une femme, mais qui peut-être avait peur, ou je crois qu'il y avait d'autres problèmes à régler aussi, hein, parce que la vie est faite de plein de choses. Mais le processus... mais pour moi, je pense qu'à partir du moment où il y a eu cet engrenage avec le collectif, les premières... je crois que c'est peut-être à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire bon, il est temps. Il est peut-être temps et je pense, en fait, clairement, sans le collectif, j'aurais jamais transitionné, je pense. Mais je crois que inconsciemment, avoir engendré le point d'impulsion, parce que en fait, dans le collectif, c'est juste avoir engendré un point d'impulsion qui a fait que toutes ces personnes se sont réunies et on forme un collectif et on a créé le collectif ensemble et maintenant il y a vraiment une dynamique de groupe où on s'écoute les uns les unes les autres et je crois que j'ai un peu l'impression avec le recul que peut-être inconsciemment le fait d'avoir engendré ce collectif, c'est aussi pour éventuellement me dire j'aurai quelque chose si ma famille m'abandonne ou si ma famille me rejette. Je crois qu'inconsciemment il y avait un peu de ce truc-là. De te sentir épaulé et de savoir que tu auras un cercle sécure. Qui en fait maintenant, quand on se réunit tous les dimanches, c'est le moment de la semaine que j'attends parce que c'est le moment de la semaine où on va pas me poser les questions sur ma transition, c'est une donnée et je suis une personne parmi tout ce groupe et on en parle si j'en parle. Ouais. Mais et j'en parle pas spécialement avec eux parce que ils sont conscients et conscientes de tout ça, des enjeux, ils me connaissent et il y a vraiment ce rapport familial. J'ai l'impression et ils m'apportent beaucoup, je les vois plus que ma famille. Moi j'ai des problèmes avec mon frère en ce moment, donc les garçons en ce moment, c'est un peu je sais pas comment expliquer, mais je les vois comme mes frères. Non, il y a ce rapport-là qui est très beau et toutes les personnes qui sont plus ou moins autour du collectif et qui soutiennent et qui ont ce rapport aussi de discussion, d'avoir apporté quelque chose dans le projet, j'ai ce rapport-là avec elles. Et ouais. Et je pense que, en tout cas, je crois que c'est les seules personnes à qui j'ai dit que je comptais transitionner et que j'étais en struggle avec mon assignement de naissance. Mon genre assigné à la naissance, c'est les seuls qui m'ont dit oui. Juste ça, oui. Ou oui, on te voit comme ça, ou oui, il est temps. Pour la suite, on va passer à la pièce de théâtre que tu as créée et qui après est devenue une création collective. Que j'ai co-créée. Donc, Hurler à la mer, c'est l'histoire de Jules, qui est un personnage âgé de 20 ans, qui découvre son diagnostic en tant que personne séropositive et qui... donc la pièce raconte le parcours de Jules, de son diagnostic jusqu'au moment où il est indétectable. Alors cette pièce, je l'ai coécrite, c'est-à-dire que moi, mon processus d'écriture dans cette pièce a été de gerber littéralement tout ce que je ressentais, vu que Jules
was me, avant pré-transition. Et du coup, j'avais des carnets et j'écrivais. Ça a été des périodes assez difficiles. Parce que je comprenais pas pourquoi est-ce que on me disait de pas parler du VIH alors qu'en soi, si je suis indétectable et que je suis plus intransmissible et que je peux vivre avec et que je peux coucher avec différents partenaires sans capote, enfin bon bref, le tout quoi. Je comprenais pas pourquoi est-ce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je n'avais pas le droit d'en parler, pourquoi est-ce que on me rejetait, je comprenais pas, pour moi ça me semblait insensé. Et aussi, du coup, et je crois que c'est aussi comme pour la transition, en fait, en soi, c'est plus dur de vivre avec le regard des autres qu'avec soi-même. Parce qu'en soi, les traitements actuels, là, pour les personnes qui sont diagnostiquées, là, à l'heure actuelle, VIH positive, c'est un traitement par jour, enfin, c'est une pilule par jour. Donc ça a été un peu tout ça qui a été compliqué. Ce qui a été compliqué aussi, c'est d'envisager d'avoir une relation avec quelqu'un. Parce que je me disais, mais qui va vouloir de moi, jeune petit garçon, un jeune homme à l'époque, super innocent, efféminé de ouf, et séropo, il y avait un peu cette notion-là, il y avait cette notion de porter le poids d'une maladie honteuse. Et donc du coup, dans tout ce mélange de sentiments et en même temps de rêves, parce que j'essayais de m'accrocher à mes rêves, qui étaient à l'époque faire du théâtre, faire de l'art, être pluridisciplinaire. Et donc avec ce mélange de tout ça, il y a eu Mathilde Leroy, qui est une amie à moi, on s'est rencontrés à une soirée, et on est un peu tombés sous le charme l'une de l'autre. Et elle m'a proposé de m'aider. Je lui ai raconté un peu sur quoi je travaillais. Et vu qu'elle est script, elle m'a proposé de m'aider à écrire le projet. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que tous mes sentiments, c'est-à-dire que j'avais une trajectoire je savais comment je voulais que ça se passe, la pièce, mais je pense qu'il fallait... son aide a été très précieuse parce que j'arrivais pas à avoir un regard extérieur sur ma propre histoire que j'étais toujours en train de vivre, parce qu'au moment où on l'a écrit, j'étais toujours dedans. Et elle a réussi à apporter cette structure, elle a réussi à apporter toute cette fragilité qu'elle a su lire en moi à l'époque. Donc sans elle, le texte ne serait pas ce qu'il est actuellement. Et puis ce projet, il y a tous les membres du collectif qui sont dedans, et tous ces membres participe à la chorégraphie. Mathilde Bosquet, qui est chorégraphe, qui nous a fait des chorégraphies de ouf, malade, que vous devez voir. Jérémy Kovachi, Jérém Issouf, enfin Issé, on l'appelle Issouf, qui a mis en scène avec l'aide de Marinka et Cathy qui sont des comédiennes avec qui j'ai déjà travaillé à l'époque. Et Sergej Mikelians, notre président de notre chère ASBL, qui aide à coordonner tout ça. Et du coup, toutes les autres silhouettes, Nalia, Ernesto, Alexandre, sont des silhouettes qui représentent des sentiments, des émotions, qui font partie de ma tête lors de ce processus, justement, lors de ces 6 premiers mois de traitement. Et la pièce est rythmée par les lectures de mon dossier médical, parce que j'ai été prendre mon dossier médical et on l'a retapé mot pour mot, on l'a pas changé. C'est un échange entre mon médecin légiste, Mais non, tu es encore vivant. C'est un mélange entre, c'est un échange entre mon généraliste et mon infectiologue. Enfin, c'est mon infectiologue qui écrit à mon généraliste et qui informe de la teneur du virus et de ma santé suite au VIH. Et je trouvais ça très intéressant de voir du coup ce rapport humain et de le contrebalancer avec un rapport très médical. Où du coup
tout est dénué de... Comment toi, en tant que personne qui le vit et concernée, tout a changé, a évolué, et en même temps, concrètement, factuellement, médicalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok. Et à un moment donné, on aborde aussi du coup ce qui se passe ailleurs au niveau du VIH et de manière globale, qu'est-ce qui se passe en Belgique, des chiffres exacts. Et c'est quand la première représentation? Parce que l'idée, c'est aussi que les gens qui te voient, là maintenant, viennent te participer et te voir dans cette pièce, je n'aurais pas hurler à la main. Venez hurler avec nous. La date exacte, on ne l'a pas encore, c'est en discussion cette semaine, mais on sait que ça sera soit le premier week-end d'octobre, soit le 3e. Probablement le premier. À la Bovry, au musée de la Bovry, dans l'auditorium. Et je vous tiendrai au courant de tout ça, franchement, je relayerai. Et c'est quoi, en fait, ce collectif? Parce que je trouve que dans ton évolution, on voit vraiment l'importance, en fait, de te créer une famille, en fait, artistique, humaine, que tu te sens dans l'échange, qui peut construire quelque chose ensemble, en fait. Et donc, ce collectif y est pour beaucoup. Collectif, il est pluridisciplinaire. Il est queer. Et c'est quoi queer pour les personnes qui ne se connaissent pas, qui débarquent? Du coup, je pense que la définition de queer, elle est un peu propre à chacun et à chacune dans la communauté. Moi, ma définition du queer, c'est des personnes de la communauté LGBTQI+, et autres en fait, qui pour moi sortent des codes de l'hétéronormativité. Alors qu'est-ce que l'hétéronormativité? L'hétéronormativité, c'est le principe de vivre dans un monde binaire, avec l'homme, la femme, avec la construction de ce que devrait être une vie d'hétéro, c'est-à-dire avoir des enfants et tout ça, rentrer dans certaines cases, et en fait des personnes queer. Moi par exemple, je considère que toi Marianne, tu es queer. D'une certaine, selon moi, pour moi, tu es une personne queer parce que tu revendiques, tu défends des personnes issues de la communauté. Et quand je dis les défendre, c'est pas spécialement être présente à des prides, ou quoi, c'est aussi inviter et donner la parole à des personnes comme moi. Bah déjà, moi personnellement, je me considère essentiellement comme une personne. Voilà. C'est déjà du coup, tu vois ce rapport à être ou pas homme ou femme. Moi, je trouve que c'est fort aussi des degrés. Des fois, quand tu te lèves, tu as envie d'être plus dans une part de féminité. Des fois, tu as plutôt envie d'être dans une part de masculinité. C'est ça. Et je trouve que de manière générale, et même sur le blog, moi, j'ai vraiment du mal avec ce côté manichéen ou binaire des choses, en fait, parce que je trouve qu'on est tout un nuancé. C'est peut-être mon côté peintre qui parle, mais on est beaucoup de choses en fait à la fois. On a plein de tiroirs et c'est pour ça aussi que j'aime inviter d'autres personnes, parce que ça aussi me permet de voir aussi la nuance des autres et de questionner aussi mes choix en fait. Pourquoi moi j'ai ces certitudes? Pourquoi moi je sais que ces choix-là je les porterai encore et encore? Et pourquoi d'autres en ont d'autres en fait. Et en fait c'est des existences qui sont là. Et donc ça me fait super plaisir ce que tu dis, parce que pour moi c'est juste laisser vivre en fait, laisser être. Et c'est ça que je trouve hyper compliqué avec le collectif en tant que société. C'est qu'on nous a fort poussé à grandir dans un formatage en fait. Et je compare souvent cela à toi quand on est à l'aéroport et qu'on est sur les escalators, et ben j'ai l'impression que la vie c'est ça. Tu montes sur l'escalator, tu continues continuellement, tu prends ton diplôme, tu prends la maison, tu prends le partenaire. Il y a un espèce de truc où c'est déjà planifié en fait. C'est ça. Alors que c'est pas, ça peut convenir à certaines personnes, oui, et je suis pas là pour dire ne le faites pas. Voilà. Mais moi, par exemple, toutes les personnes hétéronormées que je connaisse ne sont pas spécialement plus heureuses que moi ou les personnes qui sont autour de moi. Même moi, je dirais. Mais bon,
Ça, c'est un autre débat. Ouais. Leur vie, c'est leur croix à porter. Moi, j'ai les miennes à porter. Et c'est déjà pas mal. Mais en quoi on devrait, parce que ça a été placardé dans des publicités, dans la radio, etc. Pourquoi on doit forcément en fait rentrer dedans? Tout vient de ce concept de genre, avec l'homme, la femme. Qu'est-ce qu'on attend d'un homme, qu'est-ce qu'on attend d'une femme? Le concept de les deux assemblés, qu'est-ce que ça donne comme enfin, en fait, c'est comme si on nous donnait, c'est comme, voilà, on te donne des données, des équations à faire, et le résultat. Alors qu'en fait, on a le choix d'être la donnée qu'on a envie d'être, on a le choix de mettre notre donnée dans l'équation qu'on veut et d'avoir le résultat qu'on en a envie. Donc, pour moi, pour moi, le genre est un mensonge. Le concept de genre est un mensonge. Ben, j'irais même plus loin parce qu'il te dit... Souvent, l'argument, c'est qu'on va te dire « Oui, mais c'est biologique, c'est naturel. » Alors que moi, je trouve que c'est complètement illusoire parce que dans la nature, il y a aussi un panel, en fait. Voilà. Donc, c'est pas normal de se dire à chaque fois de casser le discours. En fait, c'est là où est toute la nuance. C'est que, anatomiquement, j'appartiendrais entre guillemets au genre mâle, mais la vie n'est pas que anatomique, la vie n'est pas que science. Et puis surtout, ça invisibilise aussi des personnes intersexes, par exemple. Ça. Ah mais clairement. Alors que naturellement, elles sont là. Alors qu'elles sont là. Mais non, moi je crois aussi que queer, il y a, enfin, en tout cas moi dans les personnes queer que je côtoie, il y a beaucoup de rapport à la spiritualité. Mais je veux dire à la spiritualité non monothéiste quoi, ou qui je trouve c'est un peu perdu, qu'ils aient perdu tout court en fait. Mais pour moi queer c'est juste en fait arrêter de faire attention à qui on est et juste se considérer en tant que personne et en tant qu'être vivant et en tant qu'être humain et remettre le côté humain dedans. Être queer sera toujours underground, être queer ne sera jamais mainstream. Le mainstream vient choper les trucs queer, et quand on voit des artistes hétéros prendre des codes fashion queer et ne pas subir le reste de la vie d'une personne queer en dehors, ça m'emmerde. J'ai l'impression également que chez les personnes queer, il y a cette notion de rappel. Pour moi, on se rappelle l'histoire. On n'oublie jamais. On n'oublie jamais parce qu'on n'a pas ce luxe-là. Ce luxe-là.